Hey, c'est Ninon, Et c'est Camélia. parlons rugby. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial Coupe du Monde. Euh, on va parler des phases de poule. On n'avait pas le temps avec Camélia de vous faire un épisode par semaine, donc on a décidé de faire un épisode pour les phases de poule et ensuite pour les quarts, demi et finales, on verra en fonction de notre emploi du temps ce qu'on a le temps d'enregistrer, mais on espère au moins vous en faire un de plus d'épisodes sur cette fabuleuse Coupe du Monde. C'est toujours un événement, on est trop content de couvrir ça. Et on voit de plus en plus d'engouement autour du rugby féminin et ça fait trop plaisir. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez regarder les matchs, tous les matchs sont disponibles en direct, soit sur le groupe TF1, soit sur le groupe France TV. Donc vous n'avez pas d'excuses pour pas supporter les Bleus. Non mais vraiment, c'est très facile d'accès et je vous conseille parce qu'il y a vraiment des super beaux matchs. Alors, pour commencer, on s'était dit qu'on va aller faire un petit récap des poules. Donc, il y a 4 poules, A, B, C, D. Et donc, dans la première poule, il y a l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis et les Samoa. Donc là, j'ai un peu envie de dire que l'Angleterre a une poule assez facile. Je sais pas ce que t'en penses, Ninon. Oui, mais c'était une poule qui était très intéressante, qui pour moi a été la poule la plus intéressante, notamment parce qu'en fait, on a vu les États-Unis être sur un niveau qui était très intéressant, notamment Mhm. face à l'Australie. Moi, c'est le match pour moi des phases de poule, c'est États-Unis-Australie, où d'ailleurs il y a eu match nul et du coup, vraiment le classement de cette poule s'est joué jusqu'au dernier jour et sur la performance des Australiennes face à l'Angleterre, qui est une équipe qui, on le sait, est vraiment pas facile. D'ailleurs, si vous avez vu nos stories Instagram, vous avez vu un peu mon engouement face à face à ce match. Mais du coup, oui, l'Angleterre, on savait qu'elle allait gagner, on savait qu'elle allait être première, mais la bataille pour la deuxième place et du coup pour la place en quart de finale a été très intéressante pour moi. Non, je suis d'accord. C'était aussi mon match préféré. Pour la poule B, c'était Canada, Écosse, Pays de Galles et Fidji. Pour la poule C, Nouvelle-Zélande, Irlande, Japon, Espagne. Pour la dernière poule, la D, France, Italie, Afrique du Sud et Brésil. Moi, je trouvais que ces phases de poule, elles étaient vraiment chouettes. J'ai vraiment bien aimé pouvoir regarder. Je vous avoue, j'ai pas pu regarder tous les matchs, bien évidemment, mais j'ai essayé au moins de regarder. Si j'ai pas vu le match, de regarder un résumé. Et sinon, de temps en temps, je vais pas regarder des matchs en entier, mais des morceaux de match. Et j'ai vu que du beau rugby. On pourrait dire que c'est simple de dire j'ai vu que du beau rugby, mais en fait, c'est vrai. Franchement, j'ai le niveau de rugby de la part de toutes ces femmes vraiment s'est élevé ces dernières années. On le voit. On voit même l'introduction de nouvelles équipes, en fait, qui n'étaient pas là aux dernières Coupes du Monde, qui font vraiment bah, qui font vraiment un effet, hein, pour être honnête. Le Japon. Alors le Japon, elles ont été qualifiées pour d'autres Coupes du Monde. Oui, effectivement, le Japon qui a gagné donc 29 sur l'Espagne 21. Et donc, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Oui, puis surtout qu'à la mi-temps, elles étaient menées je sais plus, il y avait, je crois, 9-14, un truc comme ça, mais à la mi-temps, enfin, moi je sais que je suis partie à la mi-temps faire quelque chose, je suis revenue à 10-15 minutes de la fin, j'étais là, waouh, ce retournement de situation, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Vraiment incroyable, enfin, il y a eu un step-up des japonaises, euh, parlons des brésiliennes, quelle bonne ambiance, enfin, trop chouette quoi. Je sais pas si t'as Non, vu je suis Camélia, d'accord. mais ces vidéos des brésiliennes qui dansent avec les françaises Oui, à oui, la fin oui. du match dans les vestiaires, qui font du bruit dans le public. C'est trop chouette, ça fait Ouais. Les trop plaisir de Brésiliennes voir et que... l'Afrique du Sud aussi, qui sont quand même des équipes qui viennent rapporter une énergie incroyable. On va en reparler, mais l'Afrique du Sud qui a créé un exploit aussi, c'est la première fois qu'ils vont accéder à des quarts de finale. Enfin, on va en reparler, mais franchement, c'était vraiment sympa de voir ces poules. Alors évidemment, il y a des pays au niveau très différent. Et encore une fois, c'est Ouais, pareil dans tout le rugby féminin. Parce qu'il faut savoir que pratiquement, comme c'est le cas de partout, dans tout le rugby féminin, il y a des différences en termes de nombre de licenciés disponibles dans certains pays, donc de poules de talents à recruter.
pour amener ces joueuses en international et à la Coupe du Monde, et aussi en termes de contrats qui sont offerts à ces joueuses-là. Est-ce que c'est des contrats professionnels, des contrats semi-professionnels, est-ce que c'est des amatrices, et tout, en fait, l'environnement d'entraînement qui va avec. Et ces écarts, ils se réduisent d'année en année. Quoique, on pourra peut-être en reparler, l'Angleterre, qui est censée être une des équipes les plus pro, reste encore en doute. Enfin, voilà, c'est jamais ultra stable, mais, mais voilà, il y a le talent, il y a le beau rugby, et puis il y a ce côté-là aussi qui explique en fait qu'on a des matchs à, je sais pas, 92-3, comme c'était le cas entre l'Angleterre ou le Samoa, ou encore, je sais pas, est-ce qu'il y a plus impressionnant? Ah bah, je crois que j'ai pris le plus impressionnant. Enfin, voilà, qu'on pourra jamais en fait retrouver peut-être dans la Coupe du Monde masculine. Oui, et encore, parce que je sais pas si tu te rappelles, à la Coupe du Monde masculine, il y en a qui se sont pris des grosses raclées aussi. Enfin, moi je pense à notre poule avec la Namibie. Ouais, Avec la Namibie, même avec l'Italie. Donc en fait, les gens qui critiquent ça, juste ils regardent pas, ouvrez vos yeux en fait sur le monde sportif. Oui, c'est vrai qu'il y a des écarts qui vont être plus gros chez les femmes, mais c'est des écarts qui s'expliquent par, comme tu viens d'expliquer Camélia, différents facteurs, mais c'est des facteurs en fait qui sont aussi présents chez les hommes et qui sont et chez les hommes, de toute façon, il y a vraiment des écarts massifs. Enfin, tu regardes le rugby chez des hommes, t'as pas vraiment souvent des grosses surprises sur qui va en quart de finale non plus. Donc faut être réaliste, c'est ok, et faut encourager le développement du rugby dans ces autres pays, et c'est même super chouette d'ouvrir encore plus du coup les phases de poule, parce que les éditions précédentes, il y avait seulement 12 places dans les phases de poule, donc il y avait 3 poules de 4 équipes, et cette année, ils ont rajouté 4 équipes, c'est génial, on ouvre vraiment le possible pour ces plus petites nations de rugby. Et moi, je trouve ça super chouette. Et j'aimerais aussi souligner d'autres femmes super chouettes, les arbitres. Oui, Voilà. oh là là, ça fait plaisir. Les arbitres et les entraîneuses, parce qu'en fait, malheureusement, sur les 16 équipes, Camélia, tu veux deviner combien il y a de sélectionneuses? Pas énormément. 3. Incluant la France, où la France, il y a une sélectionneuse et un sélectionneur, ils sont ils sont ensemble. Donc ça aussi, c'est dommage, mais bon, on va aller dans le bon sens. Mais là, on a une équipe d'arbitres quasiment exclusivement féminine. On a quelques arbitres vidéo qui sont des hommes, mais ils sont 2 ou 3, il me semble. Le corps arbitral est majoritairement féminin, fait un travail de dingue sur cette édition. La clarté des explications après chaque décision. Chef Kiss, incroyable. Franchement, bien évidemment, on peut souligner. Mais oui, il n'y a pas un truc qui passe. La communication, elle est 10 sur 10. Moi, je vais souligner bien évidemment la plus connue, Holly Davidson, l'écossaise. Mais on a aussi chez les françaises, on retrouve Aurélie Griselot, il me semble. C'est ça, Aurélie Groiselot pour les françaises. Et aussi souligner que pour la première fois, on a une arbitre noire d'un pays d'Afrique autre que l'Afrique du Sud, qui vient du Zimbabwe, qui s'appelle Precious Fadzani. Et elle est arbitre de touche. Mais c'est chouette d'amener cette diversité aussi. Et elle est qualifiée. Venez pas dans les commentaires nous dire elle est prise juste parce qu'elle est noire, elle vient d'Afrique. Non, elle est qualifiée, c'est une très bonne arbitre. Ok. Mais oui, tout ça pour dire que les phases de poule ont été vraiment géniales. Le corps arbitral aussi, les entraîneurs aussi. Et sur ça, on va passer à nos bleus, à parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé pour nos bleus dans ces matchs de poule. Et voilà. Donc le premier match, c'était le 23 août, et c'était France-Italie, avec la France qui gagne 24-0. Je sais que les filles avaient pas été totalement contentes à la fin de ce match. Évidemment, c'était une victoire, mais face à l'Italie et avec beaucoup de déchets, notamment en première mi-temps. En première mi-temps, je regardais et je disais, mais qu'est-ce qui se passe?
il faut qu'on entre forte, etc. Et même c'était discours avant, on veut marquer un coup, etc. Et je regardais la première mi-temps, je disais, mais je reconnais pas l'équipe de France, qu'est-ce qui se passe? Et après, je vais pas mettre toute la faute sur la demi de mêlée, parce que ce serait pas honnête et juste de ma part. Mais pour moi, un élément d'explication de cette première mi-temps, c'est que Pauline Bourdon sans sus, donc la demi de mêlée iconique de l'équipe de France de rugby, avait été suspendue. Et le 9, c'est quand même le maître à jouer. Et donc, sans ce repère, ça a pu perturber un peu aussi les autres joueuses. Et aussi, c'est pas évident de remplacer une telle athlète dans ton premier match d'ouverture de la Coupe du Monde. Enfin, il y a une pression énorme qui vient avec, etc. Donc, pour moi, c'est peut-être une clé d'explication. Ouais, c'est vrai que c'est une joueuse qui n'est pas pilier, mais qui est bien une des pilières de ce groupe-là. Franchement, ça se voit quand il y a des matchs sans elle. Et tout ça pour dire aussi que c'est la dernière Coupe du Monde, a priori, de Marine Ménager, qui elle aussi est absolument essentielle à ce groupe-là de la France, et que du coup, je suis très triste de voir partir après ça. Mais voilà, je sais que Elle en part tout cas, bah, il me semble, non? Non, mais je sais pas, c'est possible. Hein. Je sais que sa sœur est partie, que maintenant elle se focalise. Romane Ménager maintenant se focalise sur le 7. Mais j'ai pas suivi que Marine Ménager nous quitte après. Ah, c'est peut-être que j'ai encore confondu. Oh là là. En même temps, il y a pas quelle idée de. Ouais, c'est ça, si. Marine Ménager annonce sa retraite. C'est ça, juste après la Coupe du Monde. Waouh, Mm. incroyable. Voilà. Je savais pas, écoute. Et évidemment, il y a des petites jeunes pour lesquelles j'ai trop hâte de découvrir le parcours. Donc voilà. Il y a quand même une victoire assez grande, même aussi en termes d'écart de points. Enfin, ça va. Enfin, c'est pas non plus un match qui est pas joué ou clé totalement. Mais c'est vrai que j'avais un peu écouté les interviews des joueuses en fin de match qui n'étaient pas du tout satisfaites de ce qu'elles faisaient et qui se préparaient déjà en vue d'affronter d'autres grandes équipes et même à viser l'Angleterre et voir la Nouvelle-Zélande et qui se disaient bah ça c'est juste pas possible de continuer comme ça. Mais a priori ça s'est pas trop conservé sur les autres matchs donc voilà. Je sais pas ce que toi t'en as pensé de la fin de ce match-là. Oui, elles se sont bien rattrapées en seconde mi-temps. C'était pas l'entrée en Coupe du Monde rêvée qu'on aurait pu avoir, mais c'était une entrée qui était tout à fait satisfaisante. Enfin, tout à fait. Qui était au final satisfaisante parce qu'on a gagné le match et c'est ce qu'il fallait faire. On avait besoin de gagner ce match. Parce que dans notre poule, on avait une poule qui était, je vais pas dire les doigts dans le nez, mais on avait une poule où normalement on va en quart de finale. Oui, c'est ça. Donc en fait, l'adversaire qui était censé nous faire un peu peur, c'était l'Italie. Donc une fois qu'on a passé ce premier match, c'était pas un match parfait, mais on l'a gagné. Si on a fait ce qu'il fallait qu'on fasse, il fallait qu'on gagne. On a gagné, voilà. Match suivant. Oui, oui, et puis je pense les filles se mettent beaucoup la pression. Il y a cette envie d'aller plus loin, de faire du beau rugby, en sachant que la France, ça fait une éternité. Et je pense qu'il y a que une ou deux éditions de la Coupe du Monde qu'elle n'a pas été troisième. Et oui, je pense que du coup, il y a une vraie ambition de sortir de cette malédiction-là, qui est donc d'aller chercher une demi-finale. Et effectivement, ce match, il était ressenti comme peut-être une petite frustration de départ. Donc voilà. Ouais. Non, c'était un bon match pour être honnête. S'il y a un match où j'ai pas grand chose à dire, c'est le match contre le Brésil. Parce que c'était vraiment un bon match. Puis, on parle d'écart de niveau. Point and case, quoi. Il y a vraiment un écart de niveau. Super ambiance, super équipe, bon esprit dans cette équipe brésilienne. Mais malheureusement, elles sont pas au niveau de la France. Et franchement, c'est ok parce qu'on est une très bonne équipe dans le rugby féminin, etc. Mais du coup, je pense qu'aussi ça les a rassurées. Après le match où elles étaient un peu déçues contre l'Italie, c'est bien d'avoir un match comme ça contre une équipe comme le Brésil, tu te rassures. Bah, c'est ça.
c'est ça. Oui, enfin, moi non plus, j'ai pas énormément de choses à rajouter, à part bon, ce moment de convivialité qu'on a pu voir partager sur les réseaux et un peu de partout dans les vestiaires et autour. On en a déjà parlé plus tôt, mais franchement, ça fait trop plaisir. Et je trouve que c'est une opportunité de discuter peut-être un peu plus des joueuses de rugby et de leur utilisation des réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a énormément de critiques là-dessus, mais je trouve que cette Coupe du Monde féminine est extrêmement médiatisée par les joueuses elles-mêmes qui font leur propre, enfin Ouais, qui sont faites leurs propres promo. manageuses, community managers. Et franchement, c'est assez cool, je trouve moi, de pouvoir suivre cette Coupe du Monde un peu en direct, avec je sais pas leurs sorties qu'elles font à côté ou les moments hors match qu'elles partagent entre plusieurs étrites, entre équipes, en tant qu'individu. Et franchement, c'est trop cool. Et je sais que c'est très critiqué dans le sens où ça crée peut-être un stéréotype de la femme qui se médiatise. Mais franchement, c'est un peu déjà de un une très bonne stratégie de financement. Et de deux, enfin, moi je trouve qu'en tant que Ouais. supporter, tant mieux d'avoir plus de contenu. Je trouve ça génial. Oui, puis aussi, enfin, pour être honnête, les gens qui critiquent, je ne comprends pas. Franchement, c'est comment vous expliquer? Elles ont besoin de, c'est des filles qui ont besoin de devenir professionnelles pour vivre de leur passion. Parce qu'elles sont très bonnes, elles sont extrêmement talentueuses, et juste parce qu'il y a du retard, parce que le sexisme, etc., de la société, elles sont moins médiatisées. Aujourd'hui, elles sont dit, bah, vous savez quoi, vous voulez pas nous mettre devant, on va se mettre devant. Tu n'as pas envie de voir la vidéo de Manae Feleou qui fait, euh, qui fait rire toute la galerie, passe à la vidéo suivante. Vraiment, passe à la vidéo suivante, ce n'est pas grave. Personne t'en voudra. Mais par contre, laisse pas commence pas à critiquer. Et puis aussi, moi, le truc que je trouve super chouette, et là je vais comparer le rugby féminin au rugby masculin, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu durant les Jeux Olympiques, lors du rugby à 7, Mhm. c'est qu'en fait, le rugby féminin, grâce aussi à la présence sur les réseaux sociaux, et beaucoup aussi, on va être honnête, grâce à Ilona Maher, parce que c'est elle vraiment qui a Ouais. un peu lancé ce mouvement-là. Genre, Ilona Maher, qui est une rugby woman américaine, qui a d'abord commencé par le rugby à 7 et qui s'est convertie au rugby à 15, en vue d'ailleurs de cette Coupe du Monde, qui est extrêmement connue sur les réseaux sociaux, qui a plus de 5 millions d'abonnés sur Instagram, ce qui est plus d'abonnés que Antoine Dupont, que Dan Carter et que Sia Colossi, les trois hommes les plus suivis du rugby euh, dans, le, dans le monde. Euh, et ça crée en fait une ambiance super bienveillante chez les spectateurs où il y a vraiment ce truc familial qui est peut-être un peu moins là dans le rugby masculin. Où le rugby masculin, il y a ce truc familial, mais plus genre père-fils. Le public est très masculin, souvent au rugby masculin. Et, alors qu'au rugby féminin, c'est familial. Il y a des femmes, il y a des hommes, tout le monde se sent à sa place, tout le monde Ouais, n'a j'ai pas vu des peur petites filles dans le gradin. C'est incroyable. ouais, de montrer qui on est aussi. Enfin, et du coup, et ça, c'est en grande partie grâce aux joueuses, en fait. Grâce à l'ambiance qu'elles amènent dans leur sport, à travers aussi ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça, moi, ça me fait, elles me font rire. Euh, Il y a une relation, oui, il y a une relation parasociale qui se crée. So what? Mm. Au moins, on voit qu'elles sont Trop humaines. d'accord. Au moins, on voit qu'elles s'amusent. Euh, on voit qu'elles s'entraînent, en fait, aussi. Euh, Voilà, moi je trouve ça génial et ceux qui critiquent Next, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Oui, et puis souvent, c'est quand même des plateformes qui sont utilisées pour faire passer des messages extrêmement positifs, que ce soit pour le rugby féminin ou juste pour des questions de féminisme en général. Donc, enfin, c'est trop cool. Et d'accès au sport, même au-delà de ça. Donc, non, non, moi, je suis totalement pour et je comprends aussi pas les critiques. Ouais, ils sont jaloux. Mais voilà. Et du coup, le dernier match, qui était France-Afrique du Sud, qui s'est passé le 7 septembre, s'est soldé par un 57 côté français contre un 10 côté Afrique du Sud.
avec un dernier essai qui a été accordé plus ou moins in extremis pour sauver l'honneur de l'Afrique du Sud, Ouais. en sachant que l'Afrique du Sud, c'est quand même un grand exploit, tout comme le Japon, qu'elles aient fait là, parce que c'est la première fois qu'elles arrivent en quart de finale, et que c'est vraiment super. Trop cool qu'on les ait battus, parce que sinon, on aurait eu à affronter la Nouvelle-Zélande en quart de finale, et comment vous dire qu'à mon avis, l'Afrique du Sud, enfin, le parcours de l'Afrique du Sud s'arrêtera là. Oui. Voilà, et que le nôtre aurait pu s'arrêter là également contre la Nouvelle-Zélande. Mais oui, un match plutôt sympathique, mais confortable à nouveau. Je pense que du début à la fin, il y a une France qui a dominé, avec peut-être juste un coup de fatigue vers la fin, avec Oui. l'Afrique du Sud qui avait un peu plus le ballon. Mais franchement, c'était très beau à voir. Euh, Moi, j'ai été un peu surprise sur l'Afrique du Sud, parce que c'est vrai que c'était une équipe qui avait tendance à faire beaucoup de pick and go et de beaucoup jouer sur sa force. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait un autre effort que celui-là. Et voilà. Et encore une fois, super impressionnée par la France, qui a quand même réussi à tenir tête à leur mêlée malgré les différences de gabarit. Oui. Voilà, enfin, comment vous dire que c'est vraiment leur truc à l'Afrique du Sud, la mêlée, et avec des joueuses qui sont vachement plus fortes. Donc voilà. Et aussi à faire des plaquages défensifs absolument. Non, même pas. Et aussi à faire des plaquages offensifs absolument incroyables. Oui. Il y a un Parce que, plaquage de Mané Féléou. Mon voilà, gars. qui était présente au rendez-vous. Enfin voilà, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Moi, un truc qui m'a vraiment impressionné, en fait, c'est le nombre d'essais. À un moment, ça s'arrêtait plus. Enfin, moi, Mm. je sais qu'à un moment, je suis, donc là, en ce moment, je vis avec des gens. Ouh, sommes-nous étonnés? Je vis avec des gens. Oui, je vis avec des gens. Et je suis juste sortie pour parler 2 secondes pour dire bonjour parce qu'il y avait des personnes qui rentraient. Et je reviens, 2 essais marqués. J'étais partie 5 minutes, d'accord? J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais même plus le temps de genre poster la story de ah trop bien, il y a eu un essai, qu'il y avait un autre. Donc c'était impressionnant. Et ce que j'ai trouvé aussi impressionnant personnellement, c'est la vitesse de jeu. J'étais Mm. trop contente de voir la fluidité et la vitesse de jeu que nos Françaises ont réussi à mettre. Parce que c'est vrai que par exemple contre l'Italie, c'était un des points où j'étais là, c'est lent, on rame, on rame. Et c'est là où Pauline Bourbon-Sansus fait la différence, parce que c'est une maître de jeu absolument incroyable. Elle sait exactement où va le ballon et à qui elle doit aller. Elle a une excellente lecture du jeu. Et d'ailleurs, c'est bien, à la fin, les entraîneurs ont bien compris et ils ont fait sortir Marine Ménager à la mi-temps pour la reposer, parce qu'ensuite on affronte en quart de finale quand même l'Irlande. On en parlera plus tard, mais voilà, l'Irlande, on devrait gagner, mais c'est pas non plus les doigts dans le nez. Non, Euh, non, non, je suis d'accord. donc, Sachant qu'une autre joueuse que moi je trouve absolument impressionnante et qui est vraiment constante, c'est Johanna Grisé, qui réussit toujours aussi à trouver les espaces pour aller ouais, marquer avec au moins un essai par rencontre, ce qui est absolument ouf quand on sait qu'elle vient du rugby à 7, ce qui offre des avantages, mais c'était pas donné qu'elle soit sélectionnée pour cette Coupe du Monde, et j'avais suivi son parcours lors de la préparation. Elle avait été un peu appelée enfin, en plus, par ouais, on rapport va faire. au groupe initial, et franchement, enfin, moi je trouve son parcours trop cool. Donc, Oui, puis aussi, ce que je trouve super chouette, c'est que on a dans notre équipe de France vraiment plein de profils différents, mais aussi plein de profils super polyvalents. Moi, je pouvais penser notamment à Morgane Bourgeois, qui est venue pour remplacer Marie Ménager, du coup, au centre. C'est une deuxième centre, oui, c'est ça, Marie Ménager, elle joue 13. Qui, au premier match, était une arrière avant d'être remplacée par une plus jeune, mais qui peut aussi jouer à l'aile. Donc c'est génial. Surtout, en fait, et je pense que ça, on le dira jamais assez, la polyvalence à l'arrière, c'est super intéressant d'avoir ça, parce que ça permet d'avoir moins d'arrière sur le banc, et du coup d'être plus fort avec nos avants pour tout ce qui va être les trucs ultra physiques. C'est physique d'être les arrières, on est d'accord. Elles courent beaucoup.
on est d'accord. Mais elles font pas la mêlée, etc. Et donc souvent, on a plus besoin de les remplacer en cas de blessure, etc. Donc c'est génial d'avoir... important face à une équipe comme l'Afrique du Sud qui renouvelle son équipe pratiquement entièrement d'un coup à la deuxième mi-temps. Enfin, en tout cas au cours de la deuxième mi-temps. Et contre qui il faut réussir à tenir, quoi. Tout à fait. Donc c'était un bon match pour conclure cette phase de poule et pour s'assurer la première place dans notre poule D. Donc maintenant, c'est quoi le futur? Donc le futur, c'est les quarts de finale. Il n'y a pas de semaine de repos aussi, quelque chose que j'ai noté, que vous aurez sans doute aussi noté, c'est que chez les hommes, ils ont 4 matchs à jouer, ou 3 matchs, ou 4 matchs, je sais plus, 3 matchs. Ils ont aussi 3 matchs à jouer, ils sont aussi 4 par poule, mais ils ont toujours, ils ont un moment, une semaine où ils n'ont pas de jeu, ils ont une semaine de repos. Chez les femmes, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que en termes d'emploi du temps, en fait, les médias peuvent pas se permettre ça. On peut pas se permettre, les médias sont pas prêts à s'engager pour plus longtemps pour les femmes, etc. C'est la même chose pour le tournoi de destination. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de semaine de repos, ce qui rend l'exploit sportif encore plus impressionnant, selon moi. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, et peut-être que je chercherai ça pour mettre quelque part, peut-être dans le prochain podcast ou comme un post ou quoi, de voir que comme le top 14 a repris, comment ça impacte d'avoir et le top 14 et la Coupe du Monde diffusée pratiquement en même temps durant les week-ends. Et ben ça, je vais te dire. Crunch, podcast de l'équipe et j'adore. C'est un podcast que j'adore sur le rugby toutes les semaines. Premier match de poule, un podcast sur l'équipe féminine, les Bleus sur leur match face à l'Italie, etc. Moi, dans ma tête, trop bien, on va avoir un podcast par semaine sur la Coupe du Monde féminine. Wouhou. Ça fait 2 semaines qu'on a des podcasts sur comment Oyonnax va en top 14. Oui. Il y a une Coupe du Monde. Je suis désolée, Oyonnax, on s'en fout. C'est pas le moment de parler de ça, c'est le moment de se focaliser sur les Bleus, de mettre la spotlight sur les Bleus. Donc, Crunch, si vous m'entendez, s'il vous plaît, dans votre journal, très bien, l'équipe, mettez en première page, etc. Mais pour vos podcasts, essayez, je suis sûre qu'il y a moins de gens qui écoutent votre podcast que qui lisent votre journal, donc comme ça, mettez en avant, au moins sur un truc qui vous coûte, entre guillemets, un peu moins d'argent. Ce serait sympa, voilà. Ce serait vraiment sympa de donner le même traitement médiatique. Je suis d'accord. En sachant que comme lectrice assidue du Midi Olympique, j'avoue que les filles ne sont pas en première page non plus. Voilà. Ouais. Mais en termes de chiffres télévisuels, j'irais peut-être faire un petit tour. Ouais. Je sais pas à quel point c'est public, mais ce serait cool de... Oui, regarder les données serait en effet très intéressant, surtout que le premier match a été des Françaises et le premier match de la Coupe du Monde ont tous les deux eu lieu en heure de grande écoute après le journal de 20h à 21h le vendredi soir et le samedi soir. Donc ça, ce serait intéressant de voir le reste des matchs et le dimanche en fin de journée. Donc je pense que c'est possible qu'il y ait un peu moins de monde, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça performe. Et franchement, si ça performe bien à la prochaine Coupe du Monde, on croise les doigts qu'il y aura encore plus de personnes qui regardent et que TF1 le groupe TF1 et le groupe France TV soient de nouveau intéressés pour mettre ces matchs en avant. Du coup, pour revenir au quart de finale. Donc, il y a 4 quarts de finale, je sais, choquant. Le premier quart de finale, ça va être Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Donc Nouvelle-Zélande qui est arrivé premier de la poule C et à l'Afrique du Sud, deuxième de la poule D, la poule de la France. Ensuite, on aura Canada-Australie, Canada premier de la poule B, Australie deuxième de la poule A. Donc en troisième lieu, on aura France-Irlande, France premier de la poule D, Irlande deuxième de la poule C. Et puis, pour conclure cette journée des quarts de finale, on aura Angleterre premier de la poule A contre Écosse deuxième de la poule B. Donc, des matchs assez intéressants. Je pense que, notamment Canada-Australie, moi m'intéresse beaucoup. D'accord.
il y a des matchs, enfin, on va pas se mentir, Angleterre-Écosse, Angleterre va gagner. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande va gagner. voilà. Mais franchement, Canada-Australie, intéressant, doute, hein. Petit doute. Le match aussi, hein, j'attends de voir. C'est vrai que les filles de l'Irlande avaient un petit peu un coup de mou ces derniers temps. Mais franchement, elles ont énormément de potentiel, donc à voir. Moi, je m'attends à ce qu'on gagne, mais je me dis pas que c'est dans la poche. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, elles vont sans doute nous donner du fil à retordre, ces Irlandaises, parce qu'elles sont vraiment en train de devenir très bonnes. Bah, elles sont troisième du tournoi Destination 2025. Enfin, on est devant elles sont après l'Angleterre et la France, mais c'est quand même remarquable parce qu'il y a quelques années, l'Irlande féminine, on la voyait pas dans le paysage du rugby féminin. Donc, elle va nous donner du fil à retordre, mais je pense qu'on peut le faire. Par contre, les demi-finales, on en reparlera sans doute plus tard, mais les demi-finales, KO pour nous. Ouais. Mais focalisons-nous sur le positif. Si on passe les quarts de finale, on pourra dire qu'on a fait mieux que les hommes. Bah ouais. Que veux-tu? Et je pense que c'est une très belle conclusion. Tout à fait. Hâte de voir ce match. J'essaierai de vous mettre en story toutes les informations sur les matchs où vous pouvez les voir parce que c'est intéressant et vous ne voulez pas les rater. Voilà, on verra quand est-ce qu'on fait le prochain podcast. On essaye de vous tenir au courant. On aimerait bien en faire un après ces quarts de finale, mais pour être très honnête, on est toutes les deux vraiment très occupées. Je sais qu'on dit toujours ça, mais là, ce mois de septembre, c'est vraiment astronomique. À un niveau au-dessus de d'habitude. D'habitude, on vous dit ça, et après, je suis là, oui, mais j'aurais pu monter là. Non, là, je n'ai pas le temps. Là, j'ai le temps demain. J'aurai sans doute le temps après les demi-finales, donc on essaiera peut-être de faire ça. On verra, on vous tient au courant. En tout cas, trop contente d'avoir refait ça et de partager ça avec vous. C'est pareil. Parfait. Du coup, c'était Ninon. Et c'était Camélia, et on vous fait la bise. Ciao. Faut le garder.